donc désolé du petit retard qu'on a eu. On a eu un petit souci technique, mais maintenant c'est réglé. Donc, bienvenue à tous à cette nouvelle version, à cette nouvelle édition de notre webinaire Comment créer sa société en Espagne. Comment créer sa société en Espagne. Je suis Xiomara Jiménez, juriste au cabinet d'avocats AGM à Barcelone et je suis accompagnée par mon collègue Maître David Del Valle, qui est avocat au barreau de Madrid et donc collaborateur à notre cabinet de Madrid. Bonjour, enchanté. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un cabinet d'avocats multidisciplinaire, donc composé de plus de 100 professionnels du droit et nous avons également des bureaux à Paris et à Madrid. Donc, nous sommes un cabinet fournisseur de services juridiques, tant pour des particuliers que pour des entreprises, en général des entreprises étrangères qui sont intéressées par le marché espagnol ou alors pour les entreprises espagnoles qui sont intéressées par des marchés étrangers. Donc, avant de commencer cette présentation, je voulais vous rappeler que nos coordonnées sont à la fin de la présentation. Donc, si vous avez des questions ou des consultations, surtout n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Donc, nous serons là pour répondre à toutes vos questions. Donc, voilà, je vais commencer tout de suite avec la présentation de comment créer sa société en Espagne. Cette présentation sera divisée en deux parties. Une première partie sur les questions préalables à la constitution d'une société et une deuxième partie sur les étapes de la création de la société en elle-même. Alors, comme premier point, alors un petit instant, je mets la présentation. Donc, comme premier point, si vous souhaitez établir votre société, soit en tant que personne physique, en tant que personne particulière, soit en tant que société qui souhaite établir votre filiale en Espagne, la première question que vous devrez vous poser, c'est est-ce que je viens directement créer ma société ou est-ce que je donne procuration à une personne ou deux ou plusieurs personnes pour créer ma société. Donc, si c'est cette deuxième option, si vous optez pour la deuxième option, donc vous pouvez donner pouvoir à une ou plusieurs personnes qui seront chargées de constituer votre société, donc via une procuration. Donc, vous pouvez signer cette procuration soit directement en Espagne, donc si vous venez pour voir un peu le marché, comment ça se passe. Donc, vous pouvez tout de suite signer cette procuration auprès d'un notaire espagnol. Donc, cette procuration sera signée en espagnol, bien évidemment, donc la langue du pays, donc d'Espagne. Et par contre, si vous la signez à l'étranger, ça sera rédigé dans la langue de votre pays. Alors, donc, le mandataire, dans cette procuration, accordera des pouvoirs pour agir en son nom et le cas échéant pour agir au nom de la société qui agira en tant qu'actionnaire ou administrateur de la société qui sera nouvellement créée ou à créer. En revanche, si vous signez cette procuration à l'étranger, elle sera soit signée dans votre langue d'origine, la langue de votre pays, soit vous avez la possibilité de signer cette procuration en bilingue. C'est-à-dire, nous, ce qu'on fait souvent, c'est on donne un projet de pouvoir à nos clients rédigé en espagnol et dans la langue soit anglais, soit français ou la langue d'origine, du pays d'origine du client. Donc, avec cette option de procuration bilingue, cela vous permet d'économiser des frais de traduction notamment. Par contre, cette procuration devra être apostillée pour qu'elle puisse valoir ici en Espagne. Donc, ça, c'est d'une part la procuration. D'autre part, la deuxième démarche que vous devrez effectuer si vous souhaitez créer votre société en Espagne, c'est d'obtenir un NIE pour les personnes physiques et un NIF pour les sociétés souhaitant créer des filiales en Espagne. Alors, qu'est-ce qu'un NIE? Alors, un NIE est obligatoire est obligatoire en Espagne pour travailler, pour créer une entreprise, pour ouvrir un compte bancaire ou pour acheter un bien immobilier. C'est-à-dire qu'il vous sera demandé pour toutes les transactions qui sont pertinentes d'un point de vue fiscal en Espagne.
Et donc, il sera également demandé pour toute personne qui souhaite être administrateur de société ou alors être associé. Oui, Donc, ça, c'est... simplement, je voudrais dire que nous, on peut s'occuper aussi de demander les niais pour les clients. Normalement, ce qu'on fait pour les clients étrangers, c'est qu'une fois vous avez signé la procuration, et nous, on prend charge de toutes les démarches pour demander les niais ici en Espagne. C'est aussi possible pour le client de demander les niais dans les consulats, mais nous, on trouve que le plus pratique, c'est toujours de mettre ce type de faculté dans la procuration et comme ça, on peut aussi demander les niais en votre nom et avec une copie de votre passeport, c'est clair, et pour pouvoir agir ici en Espagne. Merci, David. Donc ça, c'est d'une part donc, le NIE pour les personnes physiques et ensuite vient le NIF pour les personnes morales. Alors, ce NIF sera demandé à toute entreprise étrangère qui souhaite établir ou créer sa filiale en Espagne. Donc, pour obtenir ce NIF, il leur sera nécessaire de fournir certains documents de la société mère, donc la société qui se trouve à l'étranger. Et donc, on vous demandera l'extrait CABIS de la société et les statuts de la société. Bien évidemment, ces documents-là devront être traduits en espagnol et apostillés. Donc, ça, c'est pour le NIF de la société étrangère. Oui, par rapport à ça, c'est vrai que normalement, on aura besoin du CABIS et aussi des statuts de la société. Seulement, dans les cas où il y a simplement un administrateur unique de la société étrangère, il ne sera pas nécessaire de donner les statuts. Ça, c'est important parce que si on ne doit pas donner les statuts à l'agence tributaire espagnole, on va beaucoup économiser dans la traduction des documents parce que normalement, les statuts, c'est des documents assez longs. Donc, si on peut simplement utiliser les CABIS, c'est beaucoup plus pratique. De l'autre manière, si il n'y a pas un administrateur unique, mais il y a plusieurs administrateurs, ce qu'on fera dans ces cas, c'est de faire tous les administrateurs et tous les directeurs de la société de signer les pouvoirs. Et comme ça, on pourra agir pour demander les NIF de la société sans avoir besoin de ces statuts, simplement avec les CABIS. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à l'obtention du NIE et du NIE. Donc, il faut se prendre très à l'avance par rapport à ces démarches, surtout si on a l'intention de créer, si on s'est établi un calendrier pour établir sa société. Il faut se prendre très à l'avance parce que l'obtention du NIE ou du NIE peut être assez longue en Espagne. Donc, voilà, si vous avez un projet, je vous conseille de vous y prendre à l'avance. Donc voilà, une fois qu'on a vu ces deux démarches préalables à la création d'une société en Espagne, on peut se pencher sur les différentes étapes de la création de la société. Et donc, la première chose que vous devriez faire une fois que vous vous êtes occupé du NIE et de la procuration si besoin, c'est de choisir la forme juridique que vous souhaitez donner à votre société. Donc, en Espagne, il existe deux principaux types de sociétés. Donc, il y a d'une part la Sociedad Anónima, c'est l'équivalent de la SARL en France. Et d'autre part, il y a la Sociedad Anónima ou Société Anonyme. Donc, le choix entre ces deux options sera surtout déterminé par la taille de l'entreprise, les exigences légales ou la capacité à lever des capitaux auprès des tiers. Dans tout le cas, en Espagne, le type de société qui est le plus en vogue, si on peut dire, c'est surtout la société anonyme. La société limitée, donc SARL en France. Donc, la deuxième étape pour la constitution de votre société sera de déterminer la dénomination sociale. Donc, il faudra faire une demande de dénomination auprès du registre central du commerce.
Donc, cette demande doit comporter un minimum de 3 noms et un maximum de 5 noms. Donc, le registre accordera l'un de ces noms de société demandée, sauf si l'un de ces noms existait déjà. Mais bon, le registre en général accepte des noms en anglais, par exemple. Donc, vous pouvez vous permettre d'être créatif lors du choix de votre société. Mais par contre, voilà, il ne faut pas se louper parce que si le premier choix, si vous faites qu'un seul choix et qu'il n'est pas accepté, il faudra refaire une demande et repayer les taxes. Oui, il y a aussi des noms mais qui sont automatiquement disponibles sur les registres de commerce, mais en général, c'est des noms qui sont très rares et très descriptifs de l'activité de cette société. Donc, c'est pratique parce que c'est moins cher et vous savez que déjà ces noms, ça va être disponible, mais suivant, c'est des noms qui ne sont pas trop créatifs et très descriptifs de certaines activités. Donc voilà, une fois que vous avez votre forme juridique et votre dénomination sociale, il faudra déterminer le capital social de votre société. Donc, un capital minimum est requis pour la constitution d'une société à responsabilité limitée en Espagne. Donc, le minimum, c'est de 3 000 euros. Pour les sociétés anonymes, ça sera de 60 000 euros. Donc voilà, là, ça va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez faire comme entrepreneur. Si vous souhaitez une petite société et que vous avez un petit capital, en général, vous penchez sur les sociétés à responsabilité limitée. En tout cas, les apports en numéraire seront transférés sur un compte bancaire qui sera indiqué société en constitution. Et il sera également possible de faire des apports en nature à la société ou différents types d'actifs d'ailleurs. Oui. Bon, à part de la cotation en nature et pour la constitution de la société, avec les dernières modifications législatives en Espagne, c'est aussi possible de faire des apports numériques, mais sans montre preuve de ce transfert d'argent. De cette manière, on aura un capital social, par exemple, de 3 000 euros qui sera en numéraire. Mais on n'a pas besoin, comme on avait avant, de montrer preuve qu'on a fait ce transfert pour le capital social. De cette manière, on peut procéder directement avec la constitution de la société sans faire l'ouverture de la banque, mais il faut inclure dans l'écriture de notaire une déclaration des associés en disant qu'ils sont responsables d'avoir fait cet apport et cette contribution au capital social. Ils vont toujours être responsables de cette apportation. Donc, même s'il ne faut pas montrer preuve, il faut mettre cet apport dans la comptabilité de la société. Donc voilà, une fois que le capital social est déterminé, on pourra se pencher sur la rédaction des statuts. Je me suis... Donc, la rédaction des statuts. Ah non, pardon, désolée, j'ai sauté une étape. Donc, le siège social, pardon. Donc, voilà, une fois que vous avez déterminé le capital social, il faudra déterminer le siège social de votre société. Donc, toutes les entreprises qui ont en Espagne devront avoir une adresse professionnelle sur le territoire espagnol. Donc, c'est ces sièges sociaux qui déterminent le lieu où la société sera inscrite. Donc, quel registre de commerce la société sera inscrite. Voilà, vous pouvez choisir par exemple une adresse de coworking et par la suite, une fois que vous avez déterminé 100% votre siège social, rien n'empêche de modifier par acte notarié, reprenant la décision de l'Assemblée générale, votre siège social. Donc, il n'y aura aucun souci, vous pouvez choisir, même en général, enfin, pas en général, mais même vous pouvez choisir votre domicile personnel pour siège social de votre société. Donc, il n'y aura aucun souci à ce niveau-là. Donc, voilà, une fois que vous avez le siège social, on pourra, par contre, se pencher sur la rédaction des statuts.
Alors, les statuts, il faut savoir qu'en Espagne, les sociétés anonymes et les sociétés limitées sont régies par la loi relative aux sociétés de capitaux et par leur statut. Donc, par conséquent, les statuts devront être rédigés conformément aux exigences de cette loi qu'on a mentionnée. Ils devront toujours faire référence à la dénomination sociale, à l'objet social de la société, au siège social, au capital social et à l'organe de direction, ainsi qu'à leur rémunération s'il y a lieu de rémunération. Ces statuts pourront également, pas les statuts, mais l'acte de constitution de la société, qui comprend donc les statuts, pourra également contenir des accords ou des engagements des associés que les associés jugent opportuns, à condition bien sûr qu'ils ne soient pas contraires à la loi ou aux principes fondamentaux qui régissent les sociétés. Ainsi, les statuts, par exemple, pourront reprendre la durée de la société, les restrictions ou déterminer l'exercice fiscal. En général, sera du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l'année. Donc, les statuts pourront également contenir des pactes d'associés. Donc, les pactes d'associés, ce sont des accords privés entre les associés qui servent à compléter les statuts de la société et aussi à réglementer les questions qui ne pourront pas être inscrites au registre du commerce. Donc, ce type d'accord comprend généralement des règles qui visent à éviter les situations de blocage entre les associés ou les limitations des transferts d'actions, des accords de non-concurrence et des systèmes de contrôle de l'organe de gestion. Oui. Ou d'amélioration de la gouvernance. Pardon, David. Les pactes d'associés n'est pas obligatoire c'est pas obligatoire de signer un pacte d'associés, mais on conseille toujours de signer ce type d'accord parce que c'est très utile, comme Xiomara elle a dit, pour éviter les situations de blocage. C'est très courant de signer, par exemple, des clauses comme les droits à longue et tag along. Les tag along, ça sera un droit de suite. Ça veut dire s'il y a quelqu'un qui va céder la nouvelle société, et les associés minoritaires auront le droit de suivre les associés majoritaires et vendre ces actions en même temps que cet actionnaire majoritaire. Et par contre, les droits à l'homme, c'est un droit de vente forcé. Ça veut dire si les actionnaires majoritaires veulent vendre ses actions à une partie tiers, cet actionnaire minoritaire aura l'obligation de vendre aussi ses participations au même prix et dans les mêmes conditions que l'actionnaire majoritaire. Ce n'est pas obligatoire de signer les pactes d'associés dans les notaires. Il ne faut pas enregistrer au compare ces pactes d'associés, mais c'est très courant de signer aussi les pactes d'associés dans un notaire. Merci, David. Donc voilà, une fois que vous avez rédigé ces statuts comportant tous les aspects qu'on vient de vous indiquer, il faudra choisir l'organe de gestion de la société. Donc, il existe plusieurs alternatives. Notamment, vous pouvez avoir un administrateur unique, plusieurs administrateurs conjoints, des administrateurs solidaires ou alors un conseil d'administration. Par contre, les administrateurs des sociétés qui résident en Espagne devront être inscrits à la sécurité sociale espagnole. Selon leur fonction de direction ou de pourcentage du capital qu'ils détiennent, ils relèveront d'un régime général de la sécurité sociale, d'un régime ou un autre. David, je pense que tu connais un petit peu plus que moi. En général, c'est des règles assez subtiles, donc il faudra voir dans les cas concrets exactement dans quel régime sera les directeurs de la société. Mais en général, on va dire que une fois que l'administrateur a plus de 25% du capital social de la société ou quelqu'un de son famille qui habite avec lui a plus de 25% du capital social de la société, dans ce cas,
il faudra que le directeur est résident en Espagne et s'inscrit dans le régime de travailleur autonome de la sécurité sociale. Par contre, quand il ne détient pas ce pourcentage minimum de 25% du capital social, il faudra qu'il est enregistré comme un employé et avec certaines spécialités. Et, et bon, mais comme Semar elle a dit, il n'y a pas besoin d'enregistrer le directeur de la société quand il n'est pas résident en Espagne. Et une autre chose qui est très importante, et Semar elle a aussi mentionné ça dans le parti de ses statuts, c'est de faire référence et si les postes de directeur de la société est payé ou pas. C'est surtout très important pour que la société a le droit de réduire ses coûts dans ses impôts. Si la société, par exemple, dit que les postes de directeur est gratuit, mais après, il va payer quelques quantités à ce directeur, cette quantité ne sera pas déduite de les impôts de la société. Parfait, merci David. Donc, ensuite, le quatrième point qu'on devra prendre en compte lors de la constitution de la société, c'est la déclaration d'investissement à l'étranger. Donc, toute personne physique ou morale qui réalise des investissements en Espagne sera tenue de déposer une déclaration d'investissement étranger. Donc, cette déclaration devra être présentée surtout par les sociétés non résidentes qui réalisent des investissements. Alors, en général, ce qu'on fait, c'est que c'est une déclaration qui s'est faite en remplissant la déclaration, enfin, le formulaire D11 via le programme Aforix et qui est joint à l'acte notarié. Donc, on le joint lors de la signature de la constitution de la société. On joint cette déclaration qui sera donc jointe à l'acte final, à l'acte de constitution de la société. Donc ça, c'est pour le quatrième point. Et pour le cinquième point, donc c'est l'obtention de l'identification fiscale de la société. Donc une fois que la constitution de la société a été signée devant le notaire, il sera nécessaire de faire une demande de NIF provisoire de cette société. Donc ce numéro-là s'obtient en remplissant un formulaire 036 et en joignant l'acte notarié des constitutions. Donc, on fait cette demande auprès de l'administration fiscale espagnole. Donc, si l'entreprise doit fournir des biens ou des services à d'autres pays de l'Union européenne, il sera également utile de l'inscrire au recensement BIES pour obtenir un numéro de TVA intracommunautaire, enfin, un TVA européen. En ce qui concerne le formulaire 036, il sera également nécessaire pour informer l'administration fiscale du début de l'activité commerciale et commencer à facturer. C'est très important de tenir en compte qu'en Espagne, une fois que la société a été créée, la société aura déjà un numéro de TVA espagnol. Mais ce numéro de TVA espagnol ne sera pas encore un numéro de TVA européen. Et dans des autres pays, par exemple le Portugal, une fois que la société a été créée, cette société a déjà un TVA européen. Mais ici en Espagne, pour transformer cette TVA espagnole dans un TVA européen, il faut suivre une inspection fiscale où la société devra montrer la réalité de ses activités ici en Espagne. Cette inspection inclut en tout cas une visite des inspecteurs fiscaux chez le bureau de la société. Donc, pour ça, c'est absolument nécessaire d'avoir un espace physique dédié pour la société. Normalement, ça ne va pas être enregistré dans un cabinet d'avocat ou dans un coworking. Il faut vraiment avoir un bureau où il y a des personnes de la société qui travaillent dedans et qui vont être capables de faire un entretien avec les inspecteurs fiscaux pour expliquer les activités de la société et avoir le droit d'obtenir ce numéro de TVA européen qui va permettre de faire des factures sans TVA dans les autres pays européens.
Voilà. Ensuite, une fois que l'acte notarié des constitutions a été signé devant le notaire, donc on a obtenu le NIF provisoire de la société, il faudra présenter ces documents, cet acte de constitution notariée auprès du registre du commerce duquel dépend la société, donc pour son inscription. Cette inscription peut généralement prendre entre 2 semaines jusqu'à 20 jours, ça dépend vraiment du registre. Et donc, avec l'inscription au registre de la société, cette dernière acquiert la personnalité juridique. Et donc, cette personnalité juridique permettra d'obtenir par la suite le NIF définitif. En général, ce sera le même numéro que vous avez obtenu provisoirement. C'est juste que cette fois, il deviendra définitif. Et donc, comme 7e point, nous avons l'ouverture du compte bancaire. Alors, contrairement à tous les autres points que nous avons évoqués précédemment, et pour lesquels le pouvoir, on peut utiliser un pouvoir, pour l'ouverture du compte bancaire, la banque exige normalement que le représentant légal de la société se présente personnellement à la banque afin de se conformer à la loi espagnole sur la lutte contre le blanchissement d'argent. Donc, en général, la banque demandera à l'administrateur de la société de se présenter. C'est surtout par rapport à sa signature. Ils devront avoir sa signature et pas la signature d'un mandataire, par exemple. Donc, la banque exigera également la déclaration d'identification des bénéficiaires effectifs. Donc, en Espagne, acte de titularidad real, il s'agit d'un acte notarié qui identifie les personnes physiques qui contrôlent directement ou indirectement la société, soit parce qu'elle possède plus de 25% du capital ou du droit des votes de la société, soit parce qu'elle exerce un pouvoir de contrôle sur la société. Merci, M. Mala. Et pour conclure, je voudrais simplement rajouter que AGM Abogados, nous, on est un point d'attention aux entrepreneurs. Et ça veut dire que nous, on a le droit d'utiliser une plateforme sur Internet, online, où on peut faire toutes les démarches online. Ça veut dire de tout ce qu'on a expliqué aujourd'hui. Avec cette plateforme, on est capable des choses, d'accélérer la constitution de la société. Par exemple, dans les registres de commerce, si on utilise cette plateforme, c'est possible d'avoir les enregistrements de la société et à la place de 3 semaines, ça sera normalement 1 semaine, même 3 et 4 jours. Et aussi, les notaires sera moins cher parce que nous, on organise, on prépare déjà tous les documents notariés sur cette plateforme et on va enregistrer toute l'information de la société déjà et avec l'agence tributaire espagnole et la sécurité sociale. Donc, si on utilise notre plateforme sur Internet, du point d'attention à l'entrepreneur, on peut avoir votre société assez vite, et beaucoup plus vite que dans la méthode traditionnelle qu'il faut faire chaque démarche de manière individualisée. Merci beaucoup. Merci David. Donc voilà, pour résumer la présentation, donc il faut prendre en compte surtout les délais, notamment si vous devez obtenir votre NIE ou si votre société mère, votre société mère qui souhaite créer une filiale doit obtenir un NIE. Donc, il faut prendre en compte les délais et se prendre très à l'avance. Donc, si vous avez également besoin d'un pouvoir, comme l'a dit David, ce pouvoir-là pourra nous servir pour la constitution de la société, mais aussi pour l'obtention du NIE et du NIF. Donc voilà, il faut faire un pouvoir pour tout, un pouvoir 3 en 1 si vous voulez. Donc voilà, pour ça également, il faudra se prendre à l'avance parce qu'il y a des délais d'apostille, il y a des délais des traductions si besoin. Et donc, pour les restes des étapes de la Constitution, tout ce qui est détermination du siège social, du capital social, de l'organe de gestion, tout cela, en général, ça va petit à petit, c'est une étape après l'autre. Et donc, nous, chez AGM, on peut s'occuper d'absolument toutes ces étapes.
Donc voilà, nous, on vous accompagne jusqu'à la signature devant notaire de la création de votre société. Et donc, en général, c'est ce qu'on conseille à nos clients, de se faire accompagner par par des spécialistes. Ça évite le stress pour les clients et surtout les erreurs parce que les différences culturelles et des langues parfois peuvent créer des incompréhensions qui peuvent coûter beaucoup plus cher que de se faire accompagner par des spécialistes. Donc voilà, nous avons terminé notre présentation. Surtout, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser là, juste après. Et David et moi, on va essayer d'y répondre. Merci, Xiomara. Alors, nous avons une première question. Je vais la lire. Et donc, David, toi et moi, on répond comme, comme tu veux. Enfin, si tu veux répondre ou je réponds. Alors, puis-je débuter mon activité dès la signature devant notaire de l'acte de constitution? Alors, la signature de l'acte de constitution ne signifie pas le début de l'activité. Pour que le début de l'activité, pour qu'il y ait une date de début d'activité, en plus des démarches à effectuer auprès de l'administration fiscale et auprès du registre du commerce, l'entreprise devra déclarer à l'administration fiscale le type d'activité et surtout la date effective de début de l'activité. Donc, c'est à partir de là que vous pourrez réellement débuter votre activité et non pas à la signature de l'acte, puisque à la signature de l'acte, votre entreprise n'aura même pas encore de personnalité juridique. Deuxième question. Est-il nécessaire de venir en Espagne à un moment donné du processus? Je te laisse répondre, David. Bon, c'est nécessaire. Il y a des possibilités, comme Xiomara elle a expliqué au début. Et c'est nécessaire de venir surtout pour l'ouverture de la banque. Mais sinon, vous pouvez donner un pouvoir dans votre pays d'origine. Ce pouvoir devra être apostillé. Et avec cette procuration, on pourra toujours demander les niais, signer la création de société pour vous et prendre charge de toutes les démarches de la création de la société. C'est aussi possible de venir en Espagne et signer le pouvoir ici et comme ça, vous ferez en même temps de connaître la personne qui est la personne de la banque et aussi de signer le pouvoir ici en Espagne. Ça, c'est surtout conseillé au niveau européen et si les associés vont être personnes physiques. Parce que si les associés vont être une société étrangère, c'est toujours plus utile de faire la signature devant le notaire du pays d'origine. Merci. Donc, troisième question. Qui est habilité à faire la demande de dénomination sociale? Donc, concrètement, la demande de dénomination sociale devra être faite par l'administrateur ou les administrateurs, enfin, actionnaires de la société à constituer. Bien évidemment, vos avocats pourront également faire cette demande à votre place. Par contre, dans tous les cas, cette demande devra être au nom et pour le compte d'un associé ou des associés. Quatrième question. L'objet social est-il limitatif comme en France envers les types de la clientèle, cible particulier ou entreprise, comme un objet relatif au code APE? Oui, l'objet social en Espagne est aussi limitatif. Ça veut dire que la responsabilité limitée de la société, ça sera seulement pour les activités qui ont été marquées dans l'objet social de la société. C'est pour ça que nous, en général, on conseille de mettre un objet social de la société les plus complet possible pour être sûr que la responsabilité limitée de la société, ça sera pour la plupart des activités possibles. Et une fois que vous avez choisi l'objet social, il faut choisir exactement dans quel point fiscal la société va être enregistrée. Donc, ça veut dire, nous, on va créer un objet social, c'est comme une boîte. Et dans cette boîte, et après, on va choisir exactement dans quelle activité
la société va être enregistrée avec l'agence tributaire et présenter des déclarations fiscaux et pour certaines activités, même s'il y a les autres qui sont dans les réseaux sociaux qui vont jamais être utilisées. Merci David. Donc, avant-dernière question, il n'est donc pas nécessaire de réaliser le dépôt de capital social à aucun moment? Bon, comme on a expliqué avant, il faut faire le dépôt de capital social, mais il ne faut pas montrer preuve. Donc, ce que nous conseillons, c'est de faire la création de la société avec ces déclarations et d'avoir fait ce dépôt de capital social. Et une fois que la société a été créée et vous savez déjà, et la banque est ouverte, dans ce moment, vous ferez le dépôt de capital social pour commencer votre projet d'entreprise. Et pour que la comptabilité de la société fait référence au capital social qui a été déposé après la création de la société. Donc, il ne faut pas montrer preuve et il n'y a pas besoin d'avoir en vérité ces 3 000 euros, mais nous conseillons toujours de le faire pour ne pas avoir des problèmes sur la comptabilité de la société. Merci David. Donc, dernière question. Combien de temps dure le processus de création d'une société en Espagne? Alors, il est vrai. Non, mais j'allais dire, comme Sébastien l'a expliqué d'abord, et je crois qu'il a très bien fait d'expliquer que aujourd'hui, c'est très difficile d'obtenir les NIE et les NIF, surtout parce que c'est très difficile d'obtenir un rendez-vous. Donc, une fois que vous tenez ça en compte, je laisse parler Sébastien pour expliquer exactement combien de temps ça peut durer, approximativement. Parfait. Donc, c'est ce que je voulais dire, David. Donc, je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que il est vrai qu'en Espagne, le délai est la moyenne, le délai est beaucoup plus long qu'en France. Je sais qu'en France, j'ai entendu, il y a un délai à peu près de 7 jours pour la constitution d'une société, dans les meilleurs des cas. En Espagne, nous avons un délai d'environ 30 jours. Bien sûr, sans prendre en compte tout ce qui est demande des NIE, si besoin, de rédiger une procuration, enfin, de signer une procuration, traduire et apostiller. Donc, bien évidemment, si vous êtes étranger et que vous souhaitez créer votre société, il faudra prendre en compte tous ces délais-là, c'est-à-dire les 30 jours pour la constitution de la société, plus l'obtention du NIE et la signature du bourg. Donc, ça peut être très long. C'est pour ça qu'on vous conseille de vous y prendre très à l'avance si vous avez le projet de création de votre entreprise pour ne pas avoir de surprises. Ah, il y a d'autres questions, David, pardon, je pensais qu'il n'y en avait plus, donc je continue. Bonjour, est-ce que toutes les démarches que vous avez décrites dans la présentation est valable pour ouvrir une société type autonome? Bon. Ces démarches, là, on parle d'une autre chose. Et pour autonome, c'est pas vraiment une société, c'est une entreprise, mais il faut pas créer une société. Ça veut dire que l'autonome, c'est une personne physique qui n'aura pas c'est pas une personne juridique. Il n'y a pas une personnalité différente de cette personne physique. On peut utiliser par exemple notre plateforme d'attention aux entrepreneurs pour vous enregistrer comme travailleur autonome, mais les démarches sont beaucoup plus faciles que ce qu'on a expliqué avant. En vérité, ce que nous on conseille pour des projets assez simples, pour des projets qui n'ont pas besoin d'un grand investissement, c'est de commencer comme travailleur autonome et une fois que vous savez que ça marche, vous pouvez procéder avec la création de la société. Donc maintenant, oui, on a la dernière question. Y a-t-il des différences dans la création entre les communautés autonomes? Bon,
il y a pas la structure générale et dans les systèmes généraux et les démarches qui sont nécessaires, il y a pas de grandes différences. Je sais dans la Catalogne, il y a certaines conditions, une fois que vous avez enregistré la société, qui ne sont pas exigées, par exemple, à Madrid. Mais ça, c'est surtout une fois que vous avez créé la société. Pour toutes les démarches de création de société, c'est assez pareil. Et c'est surtout, les différences sont surtout dans les délais pour obtenir les liens. Et parfois, c'est plus difficile à Madrid, parfois, c'est plus difficile à Barcelone. Mais les façons comme les notaires et les registres de commerce ou l'administrateur et travail, c'est pareil dans tous les territoires. Parfait. Donc, nous avons terminé avec toutes les questions. Nous espérons avoir répondu du mieux qu'on a pu. Donc, voilà, nous avons terminé notre présentation. Notre présentation sur comment créer votre société en Espagne. Nous espérons que nous avons été clairs et qu'on a pu répondre à certaines de vos questions, sinon à toutes. Et donc, voilà, je vous remercie beaucoup de votre participation. Et nous espérons vous revoir bientôt dans d'autres webinaires sur d'autres sujets. Donc voilà, merci beaucoup. Merci, Xiomara. Merci à toi, David. Au revoir. Au revoir.